grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Enfin, la reprise du dialogue entre le gouvernement et la classe politique. C'est sur ce thème que nous recevons des hommes politiques dans ce grand dialogue. Le dialogue a repris entre les autorités de la transition et la classe politique. Cela après que celle-ci a longuement boudé les activités organisées par le gouvernement. Vendredi dernier, le nouveau Premier ministre a rencontré des responsables politiques. Plusieurs sujets étaient au menu des échanges, dont les réformes politiques et institutionnelles et les questions électorales. La veille, le 11 responsables politiques arrêtés il y a 5 mois avaient recouvré la liberté. Est-ce enfin la décrispation du climat politique pour de bon? Quel regard des acteurs politiques sur cette reprise de concertation? On en discute dans ce grand dialogue avec nos invités, Dr Évariste Fousseini Kamara, deuxième adjoint au secrétaire général du Bureau national du RPM, Nuntogo, président du parti ISR, Union pour la sauvegarde de la République, et Lamine Diallo, chargé de la communication du parti CODEM. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeur, vous qui nous recevez sur 85 radios et 3 télévisions. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. D'abord, je vous invite à écouter le nouveau Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga, Premier ministre, sur l'objectif du cadre de concertation avec la classe politique. La rencontre de cet après-midi a pour objet de vous faire le point sur la révision annuelle des listes électorales, les réformes politiques et institutionnelles, des questions diverses. Également, demander vos bénédictions suite à ma nomination en qualité de Premier ministre par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Mesdames et messieurs, lors du premier Conseil des ministres, mercredi 27 novembre 2024, après la formation du gouvernement, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, m'a remis la lettre de cadrage comportant 8 axes. La défense et la sécurité, la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte, l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale, l'amélioration du système éducatif et de l'emploi, notamment des jeunes, l'apaisement du climat social, le renforcement de nos diplomaties pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, l'AES. Et enfin, la création de conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. La réalisation de ce dernier point requiert une concertation de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, d'autant plus que le chef de l'État a fait de l'inclusivité un principe d'action dans la conduite des réformes pendant la transition. Je voudrais vous rassurer que les principes de ce cadre de concertation seront maintenus et respectés, à savoir l'inclusivité, la co-construction et la transparence. Dans notre mission, l'union sacrée est un prérequis. Nous comptons sur vous. La division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis. C'est dans cette même lancée que le lundi 2 décembre 2024, j'ai rendu une visite à l'autorité indépendante de gestion des élections en vue de lui donner les orientations du chef de l'État relativement aux conditions d'organisation d'élections transparentes et apaisées et m'enquérir des conditions de travail de cette structure importante qui a en charge l'organisation de l'ensemble des opérations référendaires électorales. La première question que je m'en vais vous poser à tous à tour de rôle, cette démarche du Premier ministre vous rassure-t-elle, Dr Kamara? Merci beaucoup, Maïga. Bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs. Nous saluons la démarche du Premier ministre, parce que comme il a dit dans son intervention au début de la réunion, il a reçu comme instruction du président de la transition de faire de l'inclusivité un cheval de bataille dans tout ce qu'il va entreprendre. Et donc nous saluons la démarche. Nous savons que bien avant qu'il soit Premier ministre, dès le début de la transition, il est allé sur le même chemin. Mais est-ce que ça nous rassure, est-ce que ça ne nous rassure pas? C'est vraiment là la vraie question. Parce que comme vous-même vous l'avez dit à l'introduction, on nous a souvent sollicités, après on nous a oubliés, et nous espérons que cette fois-ci,
bon, à lui de nous rassurer davantage. Sinon, le fait de nous rencontrer le 5 n'est pas le seul élément d'appréciation que nous pouvons avoir pour dire que nous sommes rassurés ou pas. En quoi, selon vous, de telles démarches pourraient être rassurantes? Elles peuvent être rassurantes si le gouvernement s'évertue à régulariser cette démarche. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'intervalle connu par nous pour savoir qu'on va être rencontré ou pas. Finalement, il n'y a plus de sujets spécifiques pour lesquels on se dit, bon, on va nous écouter ou pas. Et alors que nous étions habitués à des démarches où régulièrement nous parlions au gouvernement, nous échangeons avec le gouvernement. Alors le fait de nous voir devant le Premier ministre le 5 du mois passé, pendant que la dernière remontait à plus de 5 mois, alors ça devient problématique tant que le cadre ne serait pas organisé et vraiment mis dans un cadre où les gens s'attendraient périodiquement à être rencontrés. Lamine Diallo, vous êtes du parti CODEM. Le Premier ministre, après avoir reçu la lettre de cadrage du président de la transition, a décidé de rencontrer la classe politique pour en parler notamment des différents sujets qui préoccupent aujourd'hui les populations maliennes. En quoi cette démarche vous rassure? Est-ce que cette démarche est rassurante selon vous? Bon, rassurante ou pas, c'est une autre question. Vous savez, on a cessé de réclamer un dialogue entre le gouvernement et les partis politiques parce que c'est un cadre qui existe depuis belle lurette, qui doit être entretenu. Ces derniers temps, on a constaté que ça s'est rompu pour des raisons qu'on ignore. Sa reprise peut être une bonne chose, mais ce n'est pas le fait d'appeler les partis politiques pour s'asseoir qui va faire qui va tout changer. Maintenant, parce que la rencontre de la semaine passée, c'était juste c'était pas un dialogue, c'était tout juste pour informer la classe politique sur les 8 axes que le président de la transition a proposé. Maintenant, est-ce que c'est la bonne démarche? Je ne crois pas, parce qu'il fallait d'abord appeler les partis politiques à se prononcer sur les 8 axes. On peut ajouter d'autres axes? Est-ce que le chronogramme pour les axes est convenable aux partis politiques? On n'a pas eu le choix, on n'a pas été consulté par rapport à tout ça. Ça peut être un bon début, surtout après la libération des 11 détenus politiques, mais rassurant, c'est difficile de le dire à cet instant précis parce qu'on sait que souvent les partis sont appelés pour être des figurants, pour cautionner des choses. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on a l'impression de reprendre la transition à zéro. Après Badaou, Choguel est venu, c'était la reprise pratiquement à zéro. On constate aussi qu'après Choguel, c'est comme s'il y a une nouvelle feuille de route qui se dégage. Bon, on attend de voir la suite pour pouvoir se prononcer sur la pertinence, sur le fait que ça nous rassure ou pas. C'est ça la question. Donc on est là, on va rester vigilant par rapport à tout ce qui va se faire par la suite. Vous l'avez dit, hein, le cadre de concertation a été rompu avec le gouvernement précédent pour des raisons dont vous ignorez. Alors que le gouvernement précédent a tenté quand même plusieurs tentatives de rencontres ont eu lieu avec la classe politique qui a décidé de bouder ces rencontres sans pourtant donner des raisons valables. Est-ce que parce que ce dernier que vous rencontrez tout récemment est un militaire et que l'autre est un civil? Non, pas forcément. Parce que, vous savez, dans la vie d'un pays, la tête de l'interlocuteur importe peu parce qu'il s'agit de la nation. Que ce soit un militaire ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Mais là, la finalité, c'est qu'est-ce qu'on propose à la classe politique. Maintenant, on a vu que c'était difficile sous l'ancien Premier ministre. Il y avait des raisons pour cela. Parce que d'abord, on avait 11 camarades injustement détenus. Ensuite, il y avait
des propos qui ne nous rassuraient pas. On voyait qu'on était juste manipulé par rapport à des déshydratats du moment. C'est ce qu'on a déploré. Et on ne peut pas voir les choses tourner très mal et aller continuer à être des figurants pour cautionner des choses qu'on ne cesse de décrier. Voilà, c'est la raison. Choguel ou pas Choguel, c'est le Mali que nous on voit. Ablaye ou pas Ablaye, c'est le Mali que nous on voit. Notre démarche ne s'inscrit pas en fonction de la tête des individus. En tout cas, nous, à la CODEM, c'est ça. C'est des propositions que nos propositions vont dans le sens du Mali, pas de l'interlocuteur en face. Voilà. Il n'y a pas de différence entre Choguel et Ablaye s'il s'agit du Mali. C'est ça la question. Est-ce que la bonne démarche, oui, Choguel, c'était difficile pour lui, mais pour Ablaye Maïga, on voit que les choses peuvent peut-être se passer autrement si la bonne foi y est. D'accord. Le Premier ministre, après avoir mis le gouvernement en place, a décidé de rencontrer la classe politique. Nuntogo, qu'est-ce qui expliquerait cette sortie massive de la classe politique à répondre à l'appel du nouveau Premier ministre? Je crois que les gens ont envie d'échanger, de discuter pour qu'on puisse sortir dans tout ça. Vous savez, le peuple malien en général ne refuse pas le débat, surtout la classe politique. Je pense que c'est des prises de contact. Le Premier ministre a voulu rencontrer. Nous avons reçu des lettres d'invitation et les uns et les autres ont répondu à des lettres d'invitation. D'abord, je remercie Dieu pour la libération des 11 de nos camarades détenus. Suite à ça, donc la rencontre, l'objectif, c'était les prises de contact, discuter avec les gens sur les 3 points, ça veut dire sur les réformes et faire le point sur la liste électorale. Et je pense que ce travail, la classe politique attendait depuis longtemps pour qu'on en discute. Mais ce qui a manqué jusqu'à présent pour nous rassurer, tu parles de l'assurance, la date des élections. Parce que si on avait la date, on peut se projeter dans l'avenir à quand nous aurons les élections. S'il y a une précision, ça peut nous rassurer. Mais à ce stade de la chose aujourd'hui, c'est que nous sommes là pour discuter des réformes, discuter le point de la liste, voir l'évolution. Mais nous pouvons aussi féliciter pour le compte rendu parce que j'y étais. Il y a eu un travail formidable pour les réformes, mais là où nous avons déploré, souvent la classe politique n'a pas été associée. Maintenant, les autres réformes qui restent pour nous, qui est important, surtout la charte des partis, il faut forcément que nous soyons impliqués pour échanger avec eux, pour voir concrètement ce qu'il faut améliorer. Parce que pour moi, ce qui est important, que les hommes politiques soient protégés. Parce que la charte, aujourd'hui, un homme politique parle, demain, si tu ne fais pas attention, tu es devant le tribunal. Ça ne peut pas marcher. Dans la démocratie, nous nous sommes battus en 1991 pour le changement et pour que les Maliens puissent avoir la liberté d'expression. Et critiquer un homme politique, la mission, c'est de critiquer souvent. Mais un homme politique qui parle aujourd'hui au Mali, si tu ne fais pas attention, demain, tu es en prison. Donc, il faut que la charte protège les hommes politiques. Il faut que les Maliens puissent avoir la liberté de parler pour donner leurs opinions, pour analyser, pour critiquer. Mais si ça, ce n'est pas possible, donc ça sera un peu compliqué. Nous pensons qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont partis en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce débat. Pour le Premier ministre, il pense que ce n'est pas des prisonniers politiques. Pour lui, il pense que c'est des gens qui ont fait des fautes. Nous pensons, même si ce n'était pas des prisonniers politiques, c'était des hommes politiques. Mais un homme politique librement ne peut pas poser des actes politiques. Ça devient très compliqué. Donc nous pensons que ça, il faut revoir et que les réformes concernant certains aspects, le nombre de sénateurs, le nombre de députés, il me semble que ce dossier se trouve aujourd'hui devant les députés. Bon, ceux qui représentent les députés CNT. Donc nous pensons que dans les jours à venir, il faut qu'ils invitent aussi la classe politique pour d'emblée information, que nous donnons notre avis pour que nous puissions reprendre la situation en main. L'assurance, ça sera avec la date. L'assurance, ça sera parce que vous savez, en politique, on ne peut pas avoir l'assurance comme ça parce que vous discutez avec des responsables demain et ils disent on va revenir vous voir, on revoit quelques jours plus tard des reports
à la minute et le retour ne vient pas, donc ce n'est pas possible d'avoir l'assurance. Mais si nous allons continuer à discuter, peut-être ça va nous assurer dans les jours à venir, mais à ce stade de la chose, chacun est sur une position, nous pensons que ça va évoluer. Vous l'avez dit, hein, c'est une prise de contact avec le nouveau Premier ministre. Lors de ces déclarations, qu'est-ce qui a retenu votre attention en plus qui vous montre que réellement on a envie d'aller vers la fin de la transition? Si je tiens compte de son discours, parce qu'il a clôturé avec ça, il dit rapidement, on verra pour l'élection et puis on mettra fin à la transition. Ça, il a conclu avec ça. Mais il nous faut donner l'assurance, c'est la date. Nous n'avons pas reçu la date. Il nous faut donner l'assurance pour que les Maliens comprennent. Est-ce que la date revient au gouvernement, notamment c'est à l'âge d'indiquer la date des élections à venir, n'est-ce pas? Bon, néanmoins, ce qui me rassure un tout petit peu, il y a le budget qui a été voté au niveau de eux. L'argent est disponible pour les élections, n'est-ce pas? Les deux camarades. Donc on dit que l'argent est disponible au niveau du CNT dans le budget 2025. Dans le budget, on dit que l'argent est disponible. Dans le budget, si le budget a été voté, donc on dit que l'argent est disponible si c'est voté dans le budget. Ça veut dire au niveau de l'autarcie financière, c'est que c'est disponible d'avoir un certain montant pour aller à l'organisation des élections. Mais l'an passé, il n'y avait pas d'argent prévu. C'est très clair. Donc ça peut un peu nous rassurer. Maintenant, nous pensons que nous attendons, jusqu'à présent, la machine n'a pas pris beaucoup d'huile, mais nous attendons d'abord. Sinon, je ne peux pas dire tout de suite que c'est rassurant. D'accord. Docteur Camara, dans les 8 axes prioritaires du nouveau gouvernement, il y a l'organisation des élections qui vient en dernière position. Comment réagissez-vous à cela? Merci. Je crois que je voudrais dire quelques mots par rapport aux deux premières questions, aux questions à mes camarades. D'abord, dans l'opinion, de plus en plus, on fait passer les partis politiques comme des organisations informelles qui sont dans la rue, qui veulent faire ce qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas vrai. Nous tirons nos légitimités. Est-ce que ce n'est pas l'impression que les partis politiques, même se sont... Je ne pense pas que ce soit l'impression que nous donnons, mais c'est plutôt l'impression qu'on veut nous faire porter. Parce que nous reposons quand même sur des textes. Et dans la Constitution, et dans la charte des partis politiques, nous sommes des organisations légalement constituées qui avons des droits dans nos textes. Et même le cadre de concertation dont on parle, dans la charte des partis politiques, il y a le chapitre 10 qui traite des relations entre les partis politiques et l'État. Et donc pour moi, les différentes rencontres avec le gouvernement, que ce soit le Premier ministre ou le ministre de l'administration territoriale, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions légales. Et donc, pour nous rencontrer, si bien, c'est encadré par des textes aussi. Le cadre de concertation a des textes qui réglementent. Et donc, il y a plusieurs façons d'aller à ce cadre. On va pour entendre, on va pour être entendu, ou on va pour discuter sur certains sujets. Mais ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que les cadres sont, comme Diallo l'a dit, des cadres pour aller prendre des informations et être mis devant les faits accomplis. Donc, cette façon de faire ne rassure pas. Cette façon de faire ne rassure pas. C'est comme la dernière rencontre. La précision d'abord, c'est que c'est le ministre de l'administration territoriale qui nous a reçus, parce qu'il a signé les invitations en tant que ministre de l'administration territoriale. C'est vrai que c'est lui ou la même personne, le Premier ministre. Bon, mais nous ne faisons pas cette confusion. C'est le ministre de l'administration territoriale qui a appelé les partis politiques. Alors, c'était au lendemain du changement d'un gouvernement où les gens s'attendent à ce qu'une nouvelle dynamique va s'engager. Et donc, effectivement, les gens sont venus l'écouter. Parce que dans le passé, il a aussi créé ce cadre pour faire passer ces messages. Alors, la rencontre passée, effectivement, nous avons eu le point de la révision des listes électorales. Mais ce qui nous a marqué, moi, ce que j'ai retenu, c'est que dans toutes les difficultés qu'ils ont annoncées, ils n'ont pas parlé de sécurité. Ils nous ont dit que la révision s'est tenue dans pratiquement toutes les commissions administratives qui ont été créées au niveau des communes. Ça, c'est rassurant pour nous. C'est un argument pour nous. La révision des listes électorales. Le point qu'ils ont fait,
Les 19 régions, les 400 et quelques arrondissements, les 800 et quelques communes, la révision s'est tenue. Et donc, dans les difficultés, ils ont parlé de catastrophes, ils ont parlé de difficultés administratives par rapport à la nouvelle carte administrative, ils ont parlé de faible participation des partis politiques. Mais nullement, ils n'ont parlé de sécurité. Et nous, ça nous fait penser que lorsque l'État veut faire une action sur le territoire du Mali, il ne peut que prendre les dispositions sécuritaires nécessaires à cette activité pour le faire. Donc, ça, c'est un élément que nous avons retenu. Mais est-ce que Ensuite, il avait déjà rappelé que le premier axe sur lequel les autorités doivent travailler, c'est la sécurité, la défense? Oui, la sécurité, la défense, tous les régimes ont travaillé dessus. Mais est-ce que cela ne sous-entend pas déjà que votre inquiétude a été répondue par là? D'accord, oui, non, mais elle n'est pas répondue par là. Parce que ça n'a pas empêché. Il dit effectivement que la situation sécuritaire est précaire, mais ça n'a pas empêché que l'activité se tienne. Alors donc pour nous, aujourd'hui, on se dit que si on doit aller aux élections, l'État prendra les dispositions sécuritaires pour sécuriser les élections. Ensuite, par rapport aux réformes dont on a parlé lors de cette rencontre, on s'est rendu compte que nous, c'était déjà connu. Parce que tous les hommes politiques, au minimum, nous suivons les conseils des ministres. Le conseil des ministres du 24 juillet 2024 avait déjà adopté tous ces projets de loi. Donc, allez nous dire que voici la liste des projets que nous avons adoptés. Bon, c'était du déjà connu. Donc, on a été mis devant le fait accompli. Maintenant, ce que nous regrettons, c'est que d'habitude, et même avec lui au départ de la transition, il y avait quand même des commissions de travail dans lesquelles les gens travaillaient, se prononçaient sur les grandes questions, avant que ce ne soit adopté par le Conseil des ministres et aller au CNT. Maintenant, cette fois-ci, on nous a mis devant le fait accompli, et ce qu'on nous demande, c'est d'aller retrouver les textes au niveau du CNT. Et de jouer aujourd'hui, aucun parti ne connaît le contenu de ces textes. Aucun parti ne connaît le contenu. C'est là aussi le problème. Donc, si on veut nous rassurer, c'est d'aller sur ça. Maintenant, vous parlez de la feuille de route du président. D'abord, c'est les 8 axes. Non, je disais que dans les 8 axes, il y a les élections en dernière 8e position. D'abord, ma compréhension, c'est que ce n'est pas un classement. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Pour aller au 8e comme élection. Mais est-ce que cela sous-entend que l'organisation des élections est une priorité? Oui, c'est une priorité si c'est inscrit dans la feuille de route. Maintenant, il s'agit de la volonté politique d'aller vers les élections. Mais ce que je voulais dire, ce n'est pas un classement. Deuxièmement, il n'est pas dit que tant qu'un des axes n'est pas fini d'être mis en œuvre, les autres ne peuvent pas, parce que quand vous regardez les axes, ils ne relèvent pas du même département. Chaque département a ses activités et le ministère de l'administration territoriale s'occupe de l'organisation des élections et doit travailler en cela pendant que les autres aussi sont en train de mettre en œuvre les autres actes qui les concernent. Lamine Diallo, quelle lecture faites-vous sur l'organisation des élections qui vient en dernière position des axes prioritaires du gouvernement? Vous savez, ce n'est pas surprenant, parce que le gouvernement a toujours dit les réformes d'abord. Et contrairement à ce que M. Camara dit, c'est un classement. C'est un classement. Ça veut dire que les élections sont en dernière position. Ça veut dire qu'ils vont tout faire d'abord, avant les élections. Ça, c'est clair et net. Ils l'ont toujours dit ainsi. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de chronogramme. Il n'y a pas de chronogramme. Est-ce qu'on va à les élections? Ils vont tout faire avant les élections, et ça veut dire que son inquiétude sera prise en compte, notamment quand il parle de la sécurisation des personnes et des biens avant d'aller aux élections. Non, à ce niveau, lui, il a dit que c'est rassurant qu'il n'ait pas évoqué de problème de sécurité pour la révision de la liste électorale. Ça, c'est rassurant. Parce que quand il n'évoque pas de problème pour la révision, ça veut dire qu'on peut aller aux élections. C'est ce que lui, il a dit. Maintenant, dans les 8 axes, c'est normal qu'on ait la question sécuritaire. Ça, c'est propre à tous les gouvernements. C'est aussi naturel que ça. Maintenant, vous savez, il y a une crise de confiance entre la classe politique et les autorités de la transition. Maintenant, est-ce que
Est-ce que ça, moi je qualifie... Qui n'a pas confiance moi, à qui? je qualifie ça... Qui n'a pas confiance à qui? C'est les intentions qui ont été affichées dans les 8 axes. C'est les intentions. Avant, on avait eu un chronogramme qui n'a pas été respecté. C'est pourquoi mon grand frère, quand il parle de date, de chronogramme, ce n'est pas les chronogrammes qui vont nous faire avancer, forcément, parce que normalement, la transition devait se terminer en mars dernier. Et on est toujours dans la transition. C'est-à-dire qu'on avait un chronogramme bien précis qui n'a pas été respecté. Et là, on n'a que des intentions. Est-ce qu'on va aller aux élections? C'est pas sûr. Et en mettant les élections à la dernière position, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on peut aller aux élections comme on peut ne pas aller aux élections dans un délai raisonnable. Mais cette crise de confiance dont vous parlez, c'est la faute de qui? C'est au niveau des autorités ou au niveau des partis politiques où la responsabilité est partagée? En tout cas, la responsabilité n'est pas partagée parce que la classe politique s'est toujours montrée disponible pour aller au dialogue. La preuve, on n'a jamais cessé de réclamer les rencontres avec les autorités pour que nous puissions apporter notre contribution à la transition. Parce que quoi qu'on dise, on n'a que le Mali comme pays. On ne peut pas regarder notre pays aller sur une pente glissante. C'est pourquoi nous, on a toujours réclamé de prendre en compte nos propositions, nos suggestions pour sortir de cette situation très rapidement. Et c'est le fait de rompre le cadre de concertation, ce n'était pas la faute des partis politiques. Mais aussi, il y avait beaucoup de choses qui militent qui ont contribué à casser cette confiance. C'est notamment des propos qui visent à classer des partis politiques, qui visent à faire croire au peuple que tout le mal du pays, c'est la classe politique. C'était des propos qui visaient à jeter en pâture la classe politique. Et là, nous, à notre niveau, on ne pouvait pas accepter cela, sachant bien que ceux qui portaient ces propos étaient des hommes politiques, peut-être en difficulté, peut-être, qui n'ont pas peut-être eu sur la scène politique ce qu'ils voulaient avoir. Donc, ils se sont transformés en détracteurs de la classe politique. Vous faites référence à l'ancien Premier ministre? Non, je ne fais référence à personne parce que c'est valable aussi pour le président de la transition qui était quand même le patron du Premier ministre. Tout ce que le Premier ministre disait était cautionné. Donc moi, je ne vais pas pointer du doigt le Premier ministre, je pointe du doigt les autorités de la transition. C'est aussi simple que ça. Alors, quels doivent être, selon vous, les chantiers prioritaires du nouveau Premier ministre? D'abord, c'est les concertations. Privilégier les concertations avec toutes les composantes du pays. Ce n'est pas de les inviter pour cautionner des choses. C'est à cela qu'on a assisté pendant tout le temps. C'est demander leur avis. Demander qu'est-ce que vous pensez des différents axes. Qu'est-ce que vous pensez de tel axe? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles propositions avez-vous à apporter? Si c'est pertinent, on va vers ça. Si le mérite, ça revient au Mali, pas à des individus, à des autorités de la transition, à la classe politique. Le mérite, ça revient au Mali parce que la situation est extrêmement difficile et la situation est extrêmement volatile. Parce qu'il faut faire attention. Notamment, on a vu sur d'autres théâtres où la situation a vite dégénéré. Donc, on ne souhaite pas ça pour notre pays. L'idéal, c'est d'aller à la concertation, à la responsabilisation de tout un chacun, afin que tout le monde puisse apporter sa pierre pour qu'on puisse sortir de cette situation très rapidement. Nous, en Togo, quelles doivent être, selon vous, les priorités, sinon les chantiers prioritaires du nouveau Premier ministre? 3 priorités. 1, la sécurité. Parce que sans sécurité, il n'y a rien. Jusqu'à présent, parce que chez nous, au centre, au nord du Mali, un peu partout, le problème de sécurité pose problème. Il nous faut la sécurité. S'il n'y a pas la sécurité... Avant d'aller aux élections. Non, je ne dis pas avant d'aller aux élections. Je demande les priorités. Je dis, pour lui, les priorités doivent être forcément la sécurité. Parce que vous savez, sans sécurité, on ne peut rien faire. Même pour les élections, pour aller dans les bureaux de vote, il faut forcément que la sécurité soit réglée. Mais comme ils n'ont pas parlé de sécurité, je pense que dans la priorité, ils vont prendre ça en compte. La priorité des priorités, c'est la sécurité pour que les Maliens puissent bouger, aller, revenir, trouver donc les moyens de se nourrir. Deuxièmement, tout ce qui est social. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est que le bien-être des Maliens pose problème. Le sac de riz, tout le monde sait comment c'est en train de grimper. L'huile, donc, c'est que ça pose problème. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Il nous faut trouver la solution rapidement pour appuyer ceux qui sont avec l'inondation, tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les gens, la famine pointe du doigt dans certaines contrées. Et même à Bamako, souvent, les gens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Donc, en priorité,
les élections. Parce que vous savez, si nous ne sortons pas de tout ça, ça sera un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan économique, la situation devient plus en plus pas tenable. Parce que sur le plan économique, on a tenté de payer un peu au niveau du trésor certains commerçants, mais aujourd'hui, c'est que la situation économique est très tendue. Les gens ont des difficultés. Et le problème de tout ça, le social, on ne peut pas le faire tant que nous n'avons pas d'électricité. Il nous faut le courant pour vivre, pour travailler pour vivre. Ça, c'est des priorités qu'il faut prendre en compte. Et discuter avec les gens. Discuter avec les gens. Parce que moi, je me suis dit toujours que les gens souvent accusent les premiers ministres. Les premiers ministres, c'est la vision du président. Un premier ministre est toujours clanique. Un premier ministre applique la vision et l'orientation politique du président de la République. S'il n'est pas d'accord, il te fait quitter. C'est-à-dire, s'il est d'accord avec toi, il te laisse faire. S'il n'est pas d'accord avec toi, il t'enlève. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. Même ce qui s'est passé au Burkina Faso, clairement, le gars n'était pas d'accord avec lui. On l'a dit, donc tu vas à la maison. Mais accuser toujours le Premier ministre en disant que c'est la faute du Premier ministre, c'est des histoires qui fait souvent dormir debout. Pour moi, la vision, c'est qu'un Premier ministre est toujours clanique et il joue donc dans l'orientation politique du président de la République. Si le président dit « fais ça », il fait. Et il est là pour gérer l'orientation et la vision du président. Pour moi, aujourd'hui, à un moment donné, il y a eu beaucoup de problèmes. Je n'ai pas voulu rentrer dans les polémiques, souvent dans les débats politiques. Les gens ont accusé le Premier ministre Joguel en disant ceci, en disant cela. Chacun donc, assume la responsabilité. Hier, il était la fierté. Le mois où il venait ici, donc, sur le plan international, les gens ne parlaient pas du Mali. On est parti le chercher pour qu'il vienne. Aujourd'hui, ce travail qu'il a fait, à un moment donné, sa mission est terminée. Il est à la maison. Maintenant, tournons la page, continuons à discuter parce que ce n'est pas les critiques qui nous feront avancer. Mais à un moment donné, nous, les hommes politiques, c'est que nous avons des responsabilités. Il faut qu'on s'assume. Si hier, donc, le pays a été géré, depuis la démarche à nos jours, a été très bien géré par les hommes politiques, là où on est, on n'arrive pas à arriver là. Je suis acteur du mouvement démocratique, on ne m'a pas fait le compte rendu. J'étais là en 91. Et donc, tous ces hommes politiques, je les ai vus, je les connais. Alors donc, si on avait fait le travail avec les crèmes des hommes politiques capables de redynamiser l'ensemble des systèmes politiques et économiques, aujourd'hui on ne sera pas là. Que ce soit à l'école, que ce soit donc partout. Vous l'avez dit que les trois chantiers prioritaires doivent être la sécurité, le social et l'organisation des élections. Pensez-vous qu'un militaire fera mieux qu'un civil pour vous? Il fera mieux votre affaire qu'un civil? Non, c'est un faux débat. J'ai travaillé 12 ans comme conseiller, comme chargé à la communication du ministère de la Défense. J'ai connu, j'ai fait beaucoup de recherches. Je l'ai dit, sur les 64 ans de gestion du pays, les militaires l'ont géré 35 ans. Les civils, calculés, donc, ils l'ont géré que 33 ans. Mais les résultats, c'est que c'est partagé. Mais les militaires, ils sont directs, parce qu'aujourd'hui, vous savez, donc, même ce qui se passe aujourd'hui, les gens, pour les sentiers concernant l'équipement de l'armée... Ils sont directs par rapport à quoi? Non, ils sont directs souvent, parce que, par exemple, je prends l'exemple de l'équipement de l'armée et tout ça, mais il n'y a pas l'orthodoxie financière en jeu. C'est une transition, on veut qu'on mette l'argent ici, on met. Mais avec la démocratie, avec quelqu'un qui a été démocratiquement élu, le budget, vous savez, vous avez travaillé dans les cabinets. On ne peut pas prendre l'argent pour les mettre quelque part là où on veut. Mais aujourd'hui, c'est que dans tout ça, il faut tenir compte de tout ça. Ceux qui sont démocratiquement élus et ceux qui ne sont pas démocratiquement élus, la gestion des finances, ce n'est pas la même chose. Pour moi, aujourd'hui, c'est de faire en sorte... Moi, je l'ai toujours dit, les hommes politiques ont travaillé avec les militaires. Avec Modibo, il y avait des militaires. Avec Moussa Traoré, il y avait des Moussa Traoré lui-même militaire. Mais avec Alpha, il y avait des militaires. Avec Amadou Toumatouré, il y avait des militaires. Avec Ibrahim Bouakar Keïta, c'est les militaires. Alors donc, nous avons tous travaillé ensemble en symbiose. La responsabilité doit être partagée, on ne doit pas accuser, parce que depuis quelque temps, on a commencé à faire... La responsabilité doit être partagée, mais comment vous voyez l'avenir de la transition avec plusieurs de ces institutions tenues par des militaires? C'est pour cela que nous devrons aller aux élections. Si on part aux élections, ça sera équilibré. Chacun fera son travail. Les militaires, le travail, c'est la sécurisation du pays. Et l'homme politique, c'est faire de la politique qu'on veut. Ceux qui veulent rester dans l'armée vont aller dans l'armée. Ceux qui ne veulent pas rester vont laisser détenus. Ils viendront donc dans l'arène politique. Dans l'arène politique, il n'y a pas... C'est des gants qu'on porte. Hein. Il n'y a pas de sentiment. Qu'on veut ou pas,
dans le monde, c'est les hommes politiques qui vont gérer le pays. Ça, c'est très clair. D'accord. Docteur Camara, pensez-vous qu'un militaire pourrait mieux faire votre affaire qu'un civil à la tête du gouvernement? Bon, ça c'est un débat aussi que moi ne m'inspire pas grand-chose. Ce sont des Maliens qui ont des compétences, qui ont des capacités. On est dans un contexte où celui qui a été choisi, nous souhaitons qu'il fasse le travail comme un Premier ministre doit le faire. Bon, maintenant, un Premier ministre militaire ou un Premier ministre civil, ça c'est un autre débat. Il est malien comme nous, il a été choisi par le président de la transition, avec des missions, qu'il soit militaire ou pas, il fera la même chose parce que si vous voyez les axes de la feuille de route et comparé aux axes de la feuille de route de Choguel, il n'y a pas grande différence. C'est un homme qui a été choisi pour faire un travail, il faut qu'il le fasse. Mais excusez-moi que je fasse une précision, peut-être que c'est vrai, quand vous vous inscrivez dans termes de transition, ça commence, ça finit, ça va finir par des élections. On va toujours dire que le dernier élément, c'est les élections. Mais ce que j'ai dit, en termes de mise en œuvre de ces axes-là, aucun axe ne doit attendre l'autre. Même l'élection qui va mettre fin à la transition se prépare à partir d'aujourd'hui. Ça se prépare à partir d'aujourd'hui. Le besoin que nous demandons au quotidien, ça ne doit pas attendre que on dise que la sécurité est garantie. On doit manger tous les jours. Mais est-ce que cette nouvelle équipe vous inspire confiance? Alors, nouvelle équipe, bon, est-ce que c'est réellement une nouvelle équipe? Réellement, c'est pas une nouvelle équipe, c'est une continuité du gouvernement passé. C'est vrai, il y a eu des couacs dans le fonctionnement au sommet de l'État. Ils ont rebattu certaines cartes, ils ont retouché le gouvernement. Sinon, si vous prenez, ça fait 3 ans qu'on a le même gouvernement. Donc vraiment, je pense que c'est ça. Et je suis d'accord avec le grand frère. Aujourd'hui, en termes de priorité, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que tout est prioritaire au Mali, mais les élections sont l'une des priorités. La sécurité est une priorité, mais vraiment une priorité permanente. Même après la transition, on aura besoin de sécurité. Avant, on en avait besoin. Vous l'avez dit qu'il n'y a eu pas pratiquement beaucoup de changements. Quels sont selon vous donc les atouts de ce nouvel attelage gouvernemental? Les atouts, je ne sais pas ce que réellement vous voulez à travers votre question, mais aujourd'hui, comme on le dit, ce n'est pas un nouveau gouvernement. Et ils ont tous les atouts, ils ont toutes les cartes dans la main. C'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau financier ou autre, et au niveau des relations avec nos partenaires ou au niveau des relations avec l'extérieur. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une volonté politique du président de la transition de les diriger vers une direction. Et cette direction, comme on l'a dit, c'est un chronogramme, ce qu'on demande. C'est vrai que les gens font la confusion entre la date de l'élection et le chronogramme. Non, nous on ne fait pas cette confusion. Le chronogramme, c'est des étapes avec des dates, avec des activités pour aller à la fin de la transition. C'est ce que nous souhaitons et malheureusement, c'est ce que nous ne voyons pas. Bon, maintenant, au sorti, tous ceux qui veulent dénigrer les partis politiques vont dire « Ah, ils n'ont besoin que de la date de l'élection. » Non. La dernière fois, on nous a fait la liste des réformes en cours, mais personne ne sait quelle est la réforme qui est inscrite dans quel temps. Et je te donne un exemple. Pendant qu'on nous disait que telle réforme est dans la salle, il se trouvait que le CNT était en train de voter une de l'autre. C'est ça le problème. Non, les autorités traditionnelles. Vous rassure-t-elle? On a tout. C'est prématuré de le dire maintenant, mais bon, puisque Ablaye Maïga avait montré des prédispositions à aller vers le dialogue, c'est encourageant. Mais bon, vous savez, ce qui est inquiétant moi je note comme inquiétant dans les propos du ministre de l'administration territoriale ou du Premier ministre, c'est quand il dit qu'on n'acceptera pas, qu'ils n'accepteront pas des crises post-électorales. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on n'accepte pas, on n'a pas accepté, on a qu'à créer des conditions pour qu'il n'y ait pas de crise pré- ou post-électorale. Nous n'accepterons pas, ça veut tout dire. Ce n'est pas la volonté des hommes politiques de créer des crises. C'est comme s'ils voulaient dire que
La faute incombe aux politiques de créer des crises. Si nous n'assumerons pas, c'est trop dur. Maintenant, il faut créer des conditions pour qu'il n'y ait pas de crise. C'est mieux ainsi. Et la confusion, c'est souvent quand c'est le Premier ministre ou c'est le ministre de l'administration territoriale que la classe politique rencontre. C'est une confusion qu'il va falloir éclaircir parce que quand il dit qu'il a reçu la lettre de cadrage du président de la transition. Il est à la fois Premier ministre, ministre de l'administration. Mais le cadre, c'est avec l'administration territoriale, le cadre de concertation avec les partis politiques. Il a tenu quand même à rassurer la classe politique. Aujourd'hui, avec cette reprise de concertation et l'assurance du Premier ministre de maintenir ce cadre de concertation, la classe politique est-elle disposée à travailler avec le gouvernement ou il y a d'autres préalables encore? Bon, comme préalable, il y avait d'abord la libération des détenus politiques. Je pense que ça, c'est un acquis. Vous savez, c'est une sollicitation de la classe politique. Ce n'est pas des détenus politiques. C'est vous qui le dites. Je dis non, c'est ce que le Premier ministre a dit. Tu n'étais pas dans la salle. Le Premier ministre a ses opinions, comme moi, nous, au niveau de la CODAM, on a notre opinion aussi. Hein. Chacun peut interpréter les choses à sa manière. Nous pensons que c'est les hommes politiques, parce qu'ils ont été interpellés dans un cadre politique. Maintenant, les gens peuvent interpréter comme ils veulent. C'était la condition préalable et ça, c'est fait. Déjà, donc, le dialogue, on a toujours appelé au dialogue. La classe politique a toujours appelé au dialogue. Et si le Premier ministre est disposé à maintenir ce cadre de dialogue, ce n'est que du pain béni pour le pays. C'est aussi une porte de sortie non négligeable pour le pays. Parce que quoi qu'on dise, la gestion d'un pays incombe aux politiques. On veut nous faire croire autre chose. Ensemble, on va essayer de faire le tour de table. Mais certains partis politiques, dont votre parti, ont exprimé leur inquiétude face à l'augmentation du nombre de partis politiques qu'ils considèrent d'ailleurs comme dangereux. En quoi c'est dangereux pour le Mali d'avoir plus de 300 partis politiques? Vous savez, ça n'a jamais été autant dangereux que sous la transition. Parce qu'on veut faire jouer le nombre. Notre représentant l'a dit, hein, les partis ne se valent pas. Les partis ne se valent pas, les militaires ne se valent pas, les journalistes ne se valent pas. C'est aussi simple que cela. Maintenant, en créant le nombre, parce que c'est le dialogue l'a dit, hein, de réduire le nombre de réduire le nombre de partis politiques. Et pendant ce temps, contrairement à cette disposition, on est en train d'augmenter les partis politiques. C'est à quelle fin, on ne sait pas trop. Le Premier ministre disait que les partis politiques doivent s'organiser quand même. Les partis politiques, mais c'est facile d'organiser les partis politiques. Les élections sont là pour ça. Si on veut organiser les partis politiques, il n'y a pas mieux que les élections. C'est au peuple de décider. Maintenant, s'il faut réduire même le nombre de partis politiques, il faut établir des critères, mais c'est des critères qui seront appliqués par le peuple. C'est les élections, hein. On peut, par exemple, dire exiger un nombre de pourcentage pour les d'élus ou de pourcentage pour chaque parti, mais ce ne serait pas s'asseoir dans un bureau pour dire que tel parti est viable, tel parti est bon. Dernière question pour vous, que faut-il faire aujourd'hui pour trouver un consensus sur la suite de la transition? C'est toujours le dialogue. Et le dialogue sincère, je veux dire. Le dialogue sincère, il réunit tout le monde. Ce n'est pas que la classe politique, il réunit l'ensemble des composantes du pays et décider de la marche à suivre. C'est la seule issue de sortie consensuelle qui peut permettre à notre pays de sortir de cette situation très rapidement. Donc, Togo, que faut-il aujourd'hui pour trouver un consensus pour la suite de la transition? Écouter les gens, échanger avec eux, discuter de façon désintéressée pour l'avenir de la nation. Oui, nous l'avons demandé depuis très longtemps, depuis la fin officielle de la transition. Les partis politiques ont demandé aux autorités de la transition de créer des cadres où les gens allaient discuter pour définir le contour du reste de la transition ou de la nouvelle phase qui doit mettre fin à la transition. C'est ce que les gens ont demandé. Même la déclaration du 31 mars par rapport à laquelle les 11 camarades ont été en prison, demande la même chose. Et donc, avoir un chronogramme clair et qui va discuter avec les acteurs politiques et la société civile. Togo, on termine avec vous. Sur le nombre de partis politiques au Mali, le PM prévient que la réforme des textes pourrait faire mal. Les partis sont-ils prêts à aller à cette réforme? Pour moi, il faut un débat entre nous. Il faut que les gens discutent. Parce qu'en général, que ce soit en Europe, partout dans le monde, c'est des tendances.
D'autres sont des libéraux, d'autres sont des socialistes, d'autres sont ceci. Il faut que les gens se regroupent en des tendances. Sinon, si on va aller, comme le dit mon petit frère, donc, en termes d'élection, il y a des grands partis, à un moment donné, qui vont disparaître sur la scène politique, comme le cas du Sénégal. L'ancien président de la République du Sénégal, tout récemment, après les élections, il est sorti avec combien de députés? 16. Donc finalement, même eux, leur parti peut disparaître. Or, on a besoin d'eux. Donc il faut des tendances politiques. Donc maintenant, les libéraux, les socialistes, on se retrouve et on discute et on trouve la solution. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur la reprise du dialogue entre le gouvernement et la classe politique. Nous étions avec Dr Évariste Fousseini Kamara, deuxième adjoint au secrétaire général du Bureau national du RPM, Noun Togo, président du parti USR, Union pour la sauvegarde de la République, et Lamine Diallo, chargé de la communication du parti CODEM. À la présentation, c'était Imran Akilomaïga. Merci d'avoir suivi ce grand dialogue. À demain pour un autre numéro.